Depuis le nord, surgit alors le fracas de millions de sabots en approche. Il existe, sur cette planète, des événements pour lesquels aucun mot ne saisit véritablement l'ampleur réelle. Celui-ci en fait partie. Chaque année, 15 millions de gnous, 200 000 zèbres et 500 000 gazelles parcourent un circuit de 800 km entre le Serengeti tanzanien et le Masai Mara kenyan. La biomasse totale de cette migration dépasse les 900 000 tonnes métriques, plus du double de la biomasse combinée de tous les grands herbivores d'Amérique du Nord. Il n'y a ni chef visible, ni carte partagée, ni plan établi. Le gnou migre, parce que ne pas migrer signifie mourir de faim sur la terre épuisée qu'il laisse derrière lui. Quand l'herbe du Sud s'épuise 1 500 000 d'estomacs se mettent en marche dans la même direction sans que personne ne l'ordonne. Ils progressent vers le nord, là où la pluie a promis de renouveler ce que le soleil a consumé. Dans le Serengeti, lorsque les premières pluies transforment les plaines du sud en un tapis verdoyant, jusqu'à 8000 petits gnous naissent chaque jour pendant 3 semaines consécutives. C'est la stratégie de saturation des prédateurs, naître en nombre si colossal qu'aucun chasseur ne peut tous les dévorer. Un nouveau-né gnou doit se mettre debout dans les 3 à 7 minutes suivant sa naissance. Il doit suivre le rythme du troupeau en 20 minutes, exactement le minimum requis pour être accepté au sein du groupe. Les petits qui franchissent cette épreuve courront avec le troupeau sur des centaines de kilomètres jusqu'au Mara. Ils diffèrent profondément des lionceaux qui attendent dans leur abri de granit, où l'investissement dans un cerveau plus complexe permet l'apprentissage de compétences supérieures par la suite. Ce sont 2 stratégies distinctes pour répondre au même défi de la survie à long terme, et toutes 2 coexistent sur la même plaine. Avant que la migration n'atteigne les pâturages du Mara, elle doit franchir le fleuve. Le Mara coule pendant la saison migratoire à une vitesse de 6 à 10 km par heure et ses berges escarpées s'élèvent entre 8 et 3 mètres au-dessus du niveau de l'eau. Quand les gnous plongent depuis les hauteurs, beaucoup se fracturent les pattes en atterrissant dans les eaux peu profondes. C'est le goulot d'étranglement le plus mortel de tout le voyage. Des milliers de gnous s'agglutinent sur la berge surélevée, tandis que la pression venue de l'arrière
crée un effet de cascade impossible à enrayer. Dès qu'un nombre suffisant d'individus atteint le rebord, la probabilité que le troupeau entier se jette à l'eau explose soudainement. Le crocodile du Nil n'est pas une créature de notre ère. Ses ancêtres existaient il y a plus de 200 millions d'années, quand les dinosaures régnaient sur la Terre et que les continents n'avaient pas encore pris leur forme actuelle. L'extinction du Crétacé-Paléogène a effacé 75% de toutes les espèces de la planète. Le crocodile a survécu sans modifier significativement sa conception, parce que cette conception était déjà parfaite. Un crocodile du Nil adulte peut jeûner pendant 2 ans, sans succomber en réduisant simplement son métabolisme au strict minimum nécessaire au maintien de ses fonctions vitales. Sur le museau du crocodile du Nil se trouvent des centaines de récepteurs de pression de la taille d'une tête d'épingle, capables de détecter des variations de pression équivalentes à une seule goutte de eau tombant à plusieurs mètres de distance. Lorsqu'il referme ses mâchoires, la force de morsure suffit à broyer le fémur d'un hippopotame adulte. Mais ce n'est pas son principal mécanisme de mise à mort. Les crocodiles ne mâchent pas, ils tranchent et roulent, prélevant une portion à la fois. Dans le fleuve Mara, durant la migration, des centaines de crocodiles du Nil ont patienté pendant des semaines, non par manque d'occasion mineure, mais parce que l'instant où la plus grande opportunité se présente d'elle-même vient tout juste d'arriver. Sur la rive occidentale, Malkia et sa compagne progressent en aval, s'éloignant du point de traversée où les crocodiles sont encore en pleine activité. Elles cherchent un autre tronçon de berge libre de ces mâchoires préhistoriques. Elles tentent leur chance avec un gnou qui n'a pas encore traversé. Cette fois, la chasse échoue. C'est la première fois dans la vie de Malkia que la rive occidentale du Mara se révèle véritablement à ses yeux, non plus dans la mémoire, ni dans l'instinct, mais comme un paysage réel et évaluable de ses propres yeux. L'herbe y est plus rase que sur la rive, et les lignes de vue s'étendent plus loin. L'odeur de la proie parvient de ce côté avec une intensité qui éveille quelque chose de profond dans ses instincts.
Mais entre Malkia et la rive occidentale, le fleuve poursuit son cours sombre. Dans les zoos troubles des yeux, qui n'ont nul besoin de lumière, continuent d'observer tout ce qui se passe en surface. Le troupeau de gnous avait traversé avant que Malkia et sa compagne n'atteignent le point choisi. Elles sont arrivées trop tard. Ce qui reste sur la berge du fleuve n'est plus le troupeau vivant. Ce qui demeure, ce sont les laissés pour compte, ceux qui n'ont pas réussi à traverser des corps entraînés dans les méandres peu profonds. L'odeur de sang mêlée à la boue et aux effluves du fleuve imprègne l'atmosphère. Dans chaque coude où gît une carcasse, les crocodiles du Nil se disputent les restes avec une agressivité totale. Après des semaines de jeûne avant la migration, puis une alimentation continue, pendant les jours du grand passage, les crocodiles sont désormais en phase de digestion active. Pourtant, ils défendent les restes avec une férocité supérieure à l'ordinaire. Malkia connaît les tronçons les plus tranquilles du fleuve, ceux par lesquels la migration passe rarement. Mais les crocodiles du Nil connaissent ces tronçons eux aussi, et ils les connaissent depuis bien plus longtemps. Le plus grand crocodile de ce méandre paisible est installé ici depuis 40 ans. En 4 décennies, il a tout appris des proies de ce secteur, l'heure du jour, la saison de l'année. Et quelle espèce se présente à quel moment? Malkia s'approche du bord de l'eau. Sous la surface, un signal de pression change dans l'eau immobile. Le crocodile du Nil maintient fermement les carcasses que Malkia espérait récupérer. Ce qui se trouve dans son domaine, nul autre ne peut l'emporter. Malkia recule. Perdre un affrontement dans l'eau n'est pas un aveu de faiblesse. C'est la reconnaissance que chaque espèce règne en maître dans le milieu où elle a évolué. La rive occidentale est toujours là. La proie y attend encore. La question n'est pas de savoir s'il faut traverser, mais quand et comment le faire de la manière la plus sûre possible. La variable la plus complexe n'est pas le crocodile, ce sont les petits. Chaque lionceau nage moins vite qu'une femelle adulte, possède des réflexes inachevés et produit davantage de bruit dans l'eau lorsqu'il panique. Aucun d'entre eux n'est capable de gérer l'imprévu sans une guidance directe. Les crocodiles perçoivent des variations de pression équivalentes au déplacement d'une seule goutte d'eau à plusieurs mètres. Dans les eaux troubles, l'agitation d'un lionceau paniqué
est un signal aussi irrésistible qu'un appel de proie. La première tentative a lieu dans l'après-midi. Le petit touche l'eau, pour la première fois froid, courant impétueux, rien à quoi se raccrocher. La réaction est immédiate et terrifiée. La première tentative s'achève avant la moitié du fleuve. Mais cet essai a laissé quelque chose de plus précieux que le résultat, une empreinte gravée dans la mémoire du lionceau sur la sensation de traverser ce cours d'eau. Les recherches sur le comportement de traversée chez les lionnes du Marat révèlent un schéma constant. Les femelles qui réussissent à traverser avec leurs petits choisissent de préférence les heures autour de l'aube. C'est le moment où la température de l'eau atteint son minimum quotidien, réduisant l'activité des crocodiles. La lumière suffit pour repérer le danger sans pour autant permettre aux proies de la rive opposée de détecter l'approche du lion. Le débit du courant est généralement à son plus bas. À l'aube du 7e jour, la température du Marat atteint son minimum des dernières 24 heures. Les crocodiles sont toujours présents, mais leurs réactions sont plus lentes qu'en plein jour. Malkia passe en premier. Elle choisit le méandre le plus étroit, en vue avec un sol ferme, visible sur la rive occidentale à 90 mètres, et un point où le plus grand crocodile n'a pas été aperçu depuis 4 heures. Malkia entame la traversée. Ce regard qu'elle jette en arrière avant de s'enfoncer dans l'eau transmet le signal de sécurité que ses petits attendent. Pendant un instant, tout semble se dérouler sans encombre. Mais les points de bascule surgissent souvent dans les dernières minutes. La berge orientale a cédé sous ses pattes. Non pas un effondrement total, mais une portion de terre fragilisée par des jours de migration. Elle a lutté désespérément, mais n'a pu se libérer de la boue qui la retenait captive. Les récepteurs de pression du museau du crocodile enregistrent instantanément un nouveau signal, celui d'une proie qui se débat à un point fixe, incapable de fuir. La ligne de berge est la frontière où les deux espèces atteignent la limite de leur avantage évolutif. Les deux camps s'épuisent mutuellement et cet affrontement prolongé décide qu'il y aura une autre occasion pour le crocodile. De l'autre côté, le bruit de la lutte dans l'eau cesse avec une brutalité qui dit tout. Malkia regarde dans cette direction un instant. Il ne reste plus rien.
La rive occidentale est une terre nouvelle. Et la terre nouvelle est l'opportunité que la rive orientale, désormais occupée par la coalition de mâles, ne peut plus offrir. Malkia a perdu une guerrière pour pouvoir arriver jusqu'à ce jour. Cela ne peut être changé, mais ce qui se passera désormais, oui. La rive occidentale offre une herbe plus rase et des lignes de vue plus longues. La densité de proie est la plus élevée que Malkia ait observée depuis que son monde a volé en éclats. Devant elle, un gnou se détache du groupe avec la patte gauche raidie par une ancienne blessure. Cette espèce peut atteindre 97 km/h en sprint, mais cet individu aujourd'hui ne le peut pas. La poursuite est brève et couronnée de succès. C'est le premier repas nourrissant en 7 jours. La carte écologique de ce nouveau territoire commence à prendre forme avec cette première chasse. Après suffisamment de saisons et suffisamment de tentatives, cette carte sera aussi précise que celle abandonnée sur la rive est.